Bonjour et bienvenue sur Jury Actu, le podcast LexisNexis qui décrypte en quelques minutes un sujet d'actualité juridique lié à la situation en Ukraine. Aujourd'hui, Tiffaine Ducrot, rédactrice en chef du journal du droit international Le Clunet, reçoit Anne Tidane-Orodom, professeure de droit public à l'université Paris-Cité. Et nous allons nous intéresser au rôle des organisations internationales et en particulier sur la place que devrait avoir l'ONU dans le règlement de ce conflit. Bonjour Anne Tida. Bonjour Tiffaine. Dans ce conflit, l'ONU est souvent citée car il s'agit de l'organisation internationale par excellence. Son objet est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourtant, on est en présence d'un conflit armé et elle n'est pas au premier plan. Pouvez-vous nous faire un rappel sur son fonctionnement ? Vous avez raison, l'ONU, c'est une organisation qui est dédiée au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans ce conflit, elle agit à deux niveaux. Un premier niveau qui est une action de ces différents organes principaux, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice notamment, et un deuxième niveau qui est celui de ses relations avec d'autres organisations internationales. Et au sein de ce conseil, plus particulièrement ? Alors au sein du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies. Sauf que la Russie a opposé son veto et a empêché l'adoption d'une résolution relative à la situation en Ukraine. À propos de ce veto, de nombreuses propositions de réforme ont été faites. C'est quoi le problème ? Oui, c'est vrai. La réforme du Conseil de sécurité, de manière générale, est un point à l'ordre du jour depuis 40 ans et qui fait l'objet de négociations depuis une douzaine d'années à l'Assemblée générale. Elle porte sur différents aspects, la catégorie des membres, la représentation géographique, la taille du Conseil de sécurité et le droit de veto. On sait que ce droit de veto empêche l'adoption de résolutions lorsque un des membres permanents est directement concerné par une situation. Une des propositions françaises, par exemple, était d'élaborer un code de conduite par lequel les membres permanents refusaient d'utiliser le veto lorsqu'il y avait des violations graves des droits de l'homme. Concernant la Russie, plus précisément, par rapport à son droit de veto, il a été évoqué la possibilité de sortir la Russie du Conseil de sécurité. Vous en pensez quoi ? C'est très très peu probable. La composition du Conseil de sécurité et donc de ses membres permanents, il y en a 5, dont la Russie, est inscrite dans la Charte des Nations Unies. Donc pour modifier cette composition, il faudrait modifier la Charte des Nations Unies. Or les procédures de révision de la Charte des Nations Unies imposent d'avoir une majorité des 2/3 des membres de l'organisation, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité. Et à côté du Conseil de sécurité, il y a l'Assemblée générale. Elle a adopté le 2 mars dernier une résolution. Quelle est la portée de cette résolution ? Alors cette résolution, intitulée « Agression contre l'Ukraine », est adoptée sur un fondement particulier, qui est une résolution de l'Assemblée générale de 1950, qui autorise l'Assemblée générale à agir en cas de blocage du Conseil de sécurité. Ça reste une résolution de l'Assemblée générale et donc une recommandation. Elle n'a pas d'effet contraignant. Elle exige dans son contenu que la Russie cesse le recours à la force, mais ça reste une recommandation de l'Assemblée générale. Alors, cette recommandation a-t-elle une vraie utilité juridique ou est-ce que c'est une simple formalité en soi ? Ce n'est pas une formalité puisque sa qualification d'agression est intéressante d'un point de vue juridique. Le fait d'être victime d'une agression armée permet à l'État de pouvoir réagir par la légitime défense. Par État, on entend l'Ukraine. Exactement. À côté de cette résolution, est-ce qu'il y a d'autres décisions qui ont été rendues dans le cadre de l'ONU ? On peut citer l'ordonnance qui a été rendue par la Cour internationale de justice le 16 mars dernier, qui ordonne à la Russie de suspendre immédiatement les opérations militaires et qui ordonne aussi aux deux parties, Ukraine et Russie, de s'abstenir de tout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend. Alors on voit bien au regard des faits que la situation n'a pas bougé. Ici, l'ONU semble paralysée. Est-ce qu'il existe d'autres organisations internationales qui pourraient ou qui ont pris le relais ? On pense aux organisations internationales universelles, l'OTAN, aux institutions comme le G7, mais aussi à l'articulation entre l'ONU et des organisations régionales. Et quelles sont-elles ? Alors, les organisations régionales qui sont mobilisées ici sont les organisations européennes, puisque le conflit se situe sur le territoire européen. Il y a l'OSCE, l'Union européenne, et puis il y a le Conseil de l'Europe. On comprend, on entend parler de beaucoup d'organisations internationales. Mais le résultat semble aujourd'hui décevant. Alors,
décevant, je sais pas. Par exemple, sur le Conseil de l'Europe, il y a une avancée majeure puisque l'Ukraine a souhaité se retirer de cette organisation. Finalement, c'est le comité des ministres qui a adopté une résolution demandant la cessation de la qualité de membre de la Russie. Et la Cour européenne des droits de l'homme, le 22 mars dernier, a adopté une résolution qui déclare que la Russie cesse d'être partie à la Convention. Donc chaque organisation a un petit peu son champ d'action. Exactement. On peut dire que il n'y a pas véritablement. Je comprends la frustration de l'observateur extérieur vis-à-vis des actions qui sont menées par l'organisation internationale, par les organisations internationales. Elles paraissent peut-être dérisoires par rapport au conflit. Ce n'est pas un échec du système international. Chacune est dans son rôle, limitée évidemment à son principe de spécialité, dépendante de la volonté de ses États membres. On pourrait déplorer ce manque de réaction. Au contraire, on peut aussi y voir qu'un foisonnement d'organisations internationale agit et en cela accentue la pression internationale exercée de manière continue sur la Russie. Merci beaucoup Enfida pour toutes ces précisions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Jury Actu.